Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier webinaire que l'on espère fonctionnera correctement puisqu'on est en retransmission directe à la fois sur Facebook, sur LinkedIn, YouTube et enfin sur Melon également. Donc bonjour à toutes et tous et commençons directement par le partage donc, de mon écran. Je vais juste m'assurer que tout soit correctement paramétré sur l'outil. Et on lance. Allez, c'est parti. Donc, sur ce premier webinaire, donc, nous allons parler de la digitalisation, donc comment digitaliser son offre de formation et surtout par où débuter. Alors, au cours de ces 45 minutes, à peu près presque une heure, nous allons donc traiter trois sujets majeurs. Le premier qui est comment définir les grandes étapes d'un projet de digitalisation. Ensuite, nous verrons, l'idée c'est de comprendre les enjeux de l'écriture d'une feuille de route. Je vous montrerai un exemple de fichier Excel utilisé par l'un de nos clients pour justement suivre l'avancement de son projet. Et enfin, nous viendrons illustrer les modalités de formation distancielle en particulier, puisque du coup, sur cette feuille de route, on va utiliser ces modalités de formation. Donc, c'est toujours un peu compliqué, on n'est pas tous d'accord sur les définitions. Qu'est-ce qu'un rapid learning, qu'est-ce que du coup un e-learning scénarisé, qu'est-ce qu'un fast learning, qu'est-ce qu'un vidéo learning. Enfin voilà, il y a souvent tout ça s'entrechoque en termes de définition. On préfère, en tout cas sur le discours qu'on vous donne, on préfère tout de suite vous illustrer les éléments pour que vous puissiez, en face d'une définition, et bien voir quel peut être le rendu associé. Alors, première partie, définir donc les grandes étapes d'un projet de digitalisation. Alors, il y a pour nous deux catégories d'étapes pour un projet de digitalisation, à la fois donc des étapes plutôt orientées en digitalisation, formation, hein, on appuie bien sur cette partie, formation, donc deux catégories, la première qui concerne plutôt les étapes dites d'ingénierie, et une autre catégorie qui concerne plutôt les étapes de création et de gestion. Alors on va d'abord faire un focus sur les étapes d'ingénierie. À notre sens, donc, la première des choses qui est à faire, c'est de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes qui porteront le projet, qui interviendront dans le projet sur le digital learning. Donc ça, c'est un vernis que l'on propose en particulier à nos clients lorsqu'on les accompagne, c'est déjà de mettre un peu tous ces gros mots sur la table de SCORM, AICC, de granularisation, de LMS, LCMS, voilà, tous ces acronymes, rapid learning c'est quoi, etc., etc. Donc ça permet d'avoir en tout cas un vernis, de mieux comprendre à un moment donné les interlocuteurs qui interviendront sur le projet, que ce soit des freelances, que ce soit des prestataires externes, que ce soit un éditeur de plateforme, un éditeur d'outils auteurs, etc. Second point, parmi les étapes d'ingénierie, c'est d'identifier, donc ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, les acteurs de votre projet de digitalisation. Qui intervient, très souvent les équipes de formation, bien évidemment, les concepteurs de contenu, mais également, pourquoi pas, l'équipe informatique, puisque si vous ne disposez pas encore d'une plateforme de formation, eh bien, il y a du sens à les faire intervenir sur un projet pour voir s'il y a des interconnexions qui vont être possibles. Pareil, sur le choix d'un outil auteur, ça a du sens de les faire intervenir, puisque c'est à eux que reviendra la charge d'installer le logiciel, de les mettre à jour, etc. Établir, on rentre là dans le vif du sujet de l'ingénierie, d'établir donc votre référentiel de formation. Alors, quel est ce document? Ça peut être un format Word, ça peut être très souvent plutôt un format Excel, dans lequel on va lister l'ensemble de nos formations, des objectifs pédagogiques, donc il peut être à la fois les objectifs pédagogiques généraux et des objectifs pédagogiques ou alors on va appeler des CPP, donc personnel, enfin bon, du coup plus spécifique à chacune des séquences, et le timing associé de chacune des séquences de formation. Est-ce que ces séquences, on va les retrouver, donc alors, utiliser les termes, c'est pareil, de séances de formation, donc c'est d'essayer de les granulariser sous forme de séances de formation, et puis ensuite de se dire, ces séances-là, qui parfois peuvent durer
une demi-journée, 2 heures, 4 heures, c'est ensuite d'essayer d'en faire des séquences découpées, des séquences, et d'identifier celles qui seraient communes d'une formation à une autre pour se dire, bien en fait, ce serait dommage de refaire 2 fois la même séquence de formation, le même module de formation e-learning, parce qu'on a à un moment donné oublié de se dire, tiens, je fais travailler l'équipe A sur une séquence de formation, un module e-learning, et puis je fais travailler une autre équipe B sur du coup, un deuxième projet, et on va se rendre compte à la fin que toutes les deux ont produit des modules de formation identiques, alors identiques sur le fond, mais pas sur la forme, et que c'est peut-être un peu de temps perdu et surtout d'argent dehors. Pour ensuite, étape suivante, référencer donc l'ensemble du matériel pédagogique que vous avez, aussi bien en interne qu'à l'externe. Je vais prendre un exemple très simple. Si, dans le cadre de vos formations que vous dispensez ou des dispositifs de formation que vous souhaitez proposer, vous dites, tiens, je vais faire un peu de formation prise en main à Excel, à Word, à PowerPoint et autres outils, sachez qu'il en existe, bien évidemment, énormément chez des éditeurs de contenu qu'on appelle sur étagère. Donc, ce sont des contenus externes. Ça ne vaut pas le coup, dans la plupart des temps, de redévelopper des séquences de formation, sauf si vous avez des besoins très spécifiques, si vous voulez parler de vos produits en particulier, enfin, en tout cas de vos fichiers, enfin, des outils que vous utilisez internes et qui s'appuient sur ces outils. Là, ça vaut le coup de le faire en interne. Donc, en tout cas, d'identifier l'ensemble du matériel à disposition, à la fois en interne et celui que vous pourriez chercher à l'extérieur. Vous cherchez même déjà à l'extérieur. Ensuite, de choisir les modalités d'apprentissage les plus adaptées à chacune de vos séquences. Donc ça, c'est un travail qui se fait toujours, comme je l'évoquais, à partir de votre référentiel de formation. Eh bien, on va pouvoir venir dire, tiens, telle séquence de formation, dans ma séance A, par exemple, eh bien, je vais la faire dans un format qui pourrait être, par exemple, du rapid learning. Telle autre séquence, je pourrais la faire non pas en rapid learning, mais plutôt sur un modèle de vidéo learning où je vais capter la vidéo d'un formateur et puis je vais venir l'enrichir avec des éléments d'apparition, de texte, de médias, de tutos, etc. On en a fini pour la partie des étapes d'ingénierie et on bascule maintenant sur la colonne de droite où on va retrouver les étapes plutôt liées à la création et à la gestion de contenu. Avant de pouvoir créer du contenu, eh bien, il va falloir bien évidemment outiller et former les concepteurs de ressources pédagogiques chez vous. Donc ça, il faut l'anticiper. Soit vous choisissez un outil qui peut être hyper simple en termes de prise en main, un exemple eSpring en particulier, qui est un outil tellement proche de PowerPoint qu'il n'y a pas vraiment de nécessité de suivre une formation, hormis pour des choses un peu spécifiques. Vous voulez joindre des PDF dans vos exports, ça ne marche pas dans l'outil par défaut. Il y a des petits tips qu'on peut vous donner, donc qui vous aident également à mieux intégrer, à mieux faire l'outil. J'ai plus tard qu'hier un client qui me dit j'arrive pas à enlever les feedbacks sur l'ensemble des questions. Bien, c'est une case à cocher à un endroit en particulier lorsqu'on veut générer l'export. Enfin, en tout cas, c'est dans le lecteur. Donc, voilà, si on ne sait pas, on va chercher longtemps et on va perdre du temps. Si vous nous le demandez, nous, en moins de 5 minutes, vous savez la réponse et c'est quand même beaucoup plus simple. Autre élément, identifier donc des prestataires, des freelances éventuellement, qui pourraient vous aider. Alors, très souvent, lorsque on s'inscrit dans la digitalisation, l'intégration, la création de contenu, on se heurte à un certain nombre de freins. Les premiers, c'est bien, chez mes équipes, j'ai le savoir, j'ai la matière pédagogique, le contenu en tant que tel. Par contre, ce qui me manque, c'est ni plus ni moins que la patte graphique. En quelque sorte, on a besoin d'un graphiste à disposition. Si vous n'en avez pas en interne, même si vous avez un service marketing, mais malheureusement, il n'était pas forcément dispo, à votre disposition, en tout cas quand vous en avez besoin, eh bien, vous pouvez toujours faire appel à un freelance ou un prestataire externe qui, du coup, sera là pour vous fournir, vous produire des éléments graphiques que vous pourrez ensuite intégrer dans vos ressources de formation. Voire même, vous pourriez très bien imaginer faire ce qu'on appelle la coproduction, écrit en livre blanc que vous retrouverez sur notre site internet. Eh bien, l'idée, c'est vous produisez, vous avancez, enfin, en tout cas vos équipes conçoivent, jettent en quelque sorte les infos, les idées, donc la structure, le scénario pédagogique est là, la matière pédagogique est là. Par contre, il faut simplement la remettre en forme, simplement parce que c'est pas forcément toujours très simple, mais en tout cas d'essayer de vulgariser les choses et de rendre plus sympathique, plus dynamique. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire avec un freelance ou avec un prestataire identifié. L'autre étape, c'est de suivre, bien évidemment, l'avancement de votre transformation numérique de vos supports.
comment ça se passe? Toujours sur le même format que ce qu'on avait, donc vous pouvez voir ma souris apparaître. On doit établir notre référentiel de formation. Ensuite, on avait parlé de l'idée d'identifier les modalités de formation que l'on a à l'intérieur avec notre matériel. Et bien, toujours dans la même continuité sur ce même fichier, sur Excel, ce même fichier de tableur. Voilà, comme ça, du coup, je ne vais pas que Excel, on pourrait imaginer comme Office et autres. Eh bien, on va pouvoir suivre l'avancée de nos productions. Est-ce qu'on est en cours? Est-ce que ça a été validé? Est-ce que ça a été relu, etc. Et gérer, bien évidemment, donc là pour la transition, le recettage, valider ce qu'on appellera les unités d'apprentissage du produit. Donc, ces unités d'apprentissage, ce sont les ressources pédagogiques, les e-learning, si je puis dire, en format rapid learning, quiz que vous auriez pu produire. Et enfin, vous pourriez avoir des besoins en termes de localisation. Ça veut dire quoi? C'est une mise à jour, un support de formation. Vous avez produit un contenu dans une première langue qui sera le français ou l'anglais, par exemple, et puis ensuite, il vous est demandé de localiser, de traduire ces contenus de formation et peut-être d'y apporter des éléments spécifiques à chacune des langues. On pourrait avoir une tenue particulière si on a utilisé une mascotte. On pourrait avoir à ce moment-là de la synchronisation de texte qui pourrait apparaître uniquement pour d'autres langues, l'anglais étant par défaut intégré avec l'acteur, mais par contre, du coup, tout ce qui sera synchronisation de voix sera fait en sous-titrage de vidéos pour éviter d'avoir à refaire les vidéos. C'est le genre de choses que l'on peut avoir en termes de localisation. Et enfin, une fois que vous avez localisé votre contenu produit, il va falloir déployer et suivre les formations et suivre ce qu'on va appeler la complétude, le score, éviter les certifications de formation, etc., etc. Ce qui nous amène du coup à notre seconde partie qui traite des enjeux de votre feuille de route, donc d'identifier et de définir les modalités de formation, on verra simplement. Alors, cette feuille de route, quelle forme peut-elle avoir? Alors, ça peut être un schéma PowerPoint, ça peut être éventuellement une petite présentation, un petit note si vous êtes sur Mac. Ça peut être également, donc, du coup, un tableur, Excel, Word ou autre. Ça peut également être du coup, un outil sur lequel on peut s'appuyer, qui s'appelle GPT. Et cet outil-là donc vous aide, en tout cas sous forme de 6 questions assez claires, qui sont liées les unes aux autres, et bien de venir écrire votre feuille de route. Alors cet outil, un avantage, nous on aime bien, il en existe d'autres, on vous partage un peu l'outil qu'on utilise pour faire ceci. Donc là, la première question, c'est pourquoi avez-vous besoin de vous lancer dans une transformation numérique de votre transformation digitale de votre service formation ou de vos formations? Alors, parmi les réponses que vous pourriez avoir, ça peut être j'ai besoin d'être plus réactif pour former mes collaborateurs ou mes clients, donc il se passe un fait, et si de ce fait-là, je souhaite à un moment donné former, sensibiliser donc, des stagiaires. Si vous faites du présentiel, il faut imaginer qu'il faut créer du coup la formation. Certes, mais au-delà de ça, il faut convier les personnes ou aller finalement vous déplacer sur l'ensemble du territoire pour aller former toutes les personnes. Donc du coup, activité qui n'est pas forcément là, il y a un temps de formation qui va être étendu sur l'ensemble. Autre exemple, ça peut être de vendre plus, par exemple. Ça pourrait être un objectif, vous voulez vendre plus, en tout cas que vos équipes commerciales vendent plus. Pour ça, il faut peut-être les former aussi bien sur la méthode de vente, mais peut-être aussi les former sur les produits, et puis mettre en avant certains produits en particulier avec les avantages, présenter des benchmarks, ce genre de choses. Voilà. Partie des enjeux, donc parmi les enjeux, on en a une liste assez importante que vous pouvez venir piocher et identifier, et on se fera plaisir de vous les transmettre si vous nous les demandez. Donc, quels sont les objectifs aussi que vous devez atteindre? Je reprends un exemple d'un client qu'on a pu accompagner qui s'était fixé un objectif de transposer à échéance de 3 ans 80% de son programme de formation. C'était très ambitieux, et c'est vrai que je rebondis avec un document qu'on a pu produire. Alors c'était dans notre dernier livre blanc, donc du coup justement en lien avec ce webinaire.
donc vous pourrez trouver sur notre site internet. Dans ce dernier, on faisait une analyse, un retour d'expérience sur les équipes formées. Quand on a des entreprises qui souhaitent à un moment donné se dire, tiens, je vais former l'ensemble de mes formateurs ou de mes équipes de formation à la conception de contenu, on se rend compte qu'après 6 mois, bien, on a entre 0 et 20% des personnes formées initialement qui du coup vont continuer à produire du contenu. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de leur mission première et que du fait que ça ne fasse pas partie des missions premières, et, du coup, ils se font vite reprendre par le temps et mettre de côté du coup cette partie-là. Alors que si vous prenez le choix, vous faites le choix du coup de professionnaliser, si je puis dire, 1, 2, 3 personnes, là, les taux après 6 mois sont plus près de 80 à 100% d'utilisation du coup, des outils auteurs. Donc, ça vaut le coup d'un moment donné de se dire, est-ce que je vais professionnaliser ou est-ce que je vais simplement mettre un vernis à certains utilisateurs pour qu'ils soient autonomes, qu'ils comprennent. C'est partie des objectifs donc, que vous pouvez à un moment donné vous fixer, et nous on est là pour vous peut-être vous rappeler à la réalité, de vous dire attention, c'est peut-être pas forcément du coup réalisable, en tout cas à court terme, ou alors il va falloir mettre en place derrière des équipes. Que devez-vous transformer? Alors, du coup, ça peut être se dire que vous souhaitez transformer l'intégralité de votre catalogue de formation, c'est un peu présomptueux, clairement, parce qu'il y a des formations qu'on ne peut pas transposer en digital learning, même si par certains piliers, on arrive aujourd'hui plus avec la réalité virtuelle en particulier à reproduire des situations avec du matériel, etc. Ça reste encore une fois un peu coûteux. C'est vrai que lorsqu'on doit intervenir mécaniquement sur un moteur, sur des tableaux électriques, si on doit intervenir sur des systèmes de câblage, de fibre optique ou autre, eh bien, on aura besoin, à un moment donné, de vraiment faire du présentiel et d'être en atelier. Que vous souhaitez-vous transformer, tout ou partie de votre catalogue de formation, et peut-être de prioriser à un moment donné ceux que vous souhaitez transmettre. Alors, quels sont les changements qui vont être nécessaires pour que vous puissiez opérer cette transformation? Alors, en termes de changement, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai une équipe de formation qui ne fait que du présentiel. Bon, le premier changement, c'est qu'il va falloir déjà, les sensibiliser au digital learning, leur dire qu'on a besoin d'eux pour faire cette transformation numérique, et puis également de les outiller, de les former, de lever aussi des réticences que vous pourriez rencontrer à un moment donné pour des formateurs qui s'inquiètent de voir arriver numérique en disant on va être poussé un peu en dehors du service de formation. Donc tous ces changements qui vont être un peu nécessaires, et puis d'anticiper, de se dire je vais avoir des difficultés aussi toujours sur la patte graphique. C'est une chose qui revient assez souvent chez nos clients, de se dire super, on arrive bien à prendre des outils en main, la formation était qualité et l'accompagnement était top, mais on a toujours cette difficulté de produire des éléments un peu fun, un peu sympas, des petits motions, des vidéos. Donc là, du coup, on est en appui pour le faire en forme de prestation. Ensuite, c'est comment devez-vous peut-être regrouper ces changements pour débuter votre transformation? Alors, si un exemple tout simple, tout ce qui va être formation, tout ce qui va être accompagnement, sont des choses que l'on peut regrouper entre elles. Lorsqu'on est plutôt sur des difficultés ou des changements opérés sur du pilotage de projet, on va les regrouper entre eux. Tout ceci, du coup, sont des éléments qui vont venir nous accompagner et à structurer ensuite ce qu'on appelle le séquençage dans le temps de l'ensemble de nos étapes, si je puis dire. Là, une capture d'écran de l'outil Gbility qui du coup permet, en fonction donc du coup des fameuses 6 questions que l'on a ici, et des étapes que l'on se fixe dans le temps, et bien de positionner des étapes avec des liens entre chacune, et comme si ça nous donne réellement une feuille de route très claire et très précise de là où on doit aller à court, moyen et long terme, et toutes les étapes vers lesquelles on va passer, avec du coup les liens de connexion entre chacune. Parce que bien évidemment, si à un moment donné le pont ne se fait pas entre une étape ici et l'étape suivante, et bien du coup on va bloquer l'intégralité ensuite du projet. Nous arrivons donc du coup sur la troisième partie, sur laquelle on va passer aussi un peu de temps, notamment sur ce qu'on va appeler les modalités de formation, donc distancielles en image. Alors, on va commencer aussi sur un cursus distanciel avec la partie présentielle, en tout cas du synchrone. Donc, c'est plus judicieux que le titre porte digital plutôt que distanciel, mais tant pis, ça peut être une coquille. Alors,
Lorsque vous faites du présentiel, on retrouve un peu en termes d'organisation, de terminologie, et qu'on va pouvoir rentrer un peu de digital dans nos formations, on va parler de ce qu'on appelle du présentiel enrichi. Enrichi par quoi? Bien par l'usage de supports multimédia. Alors ça peut être la vidéo, ça peut être de l'Internet, ça peut être des outils que vous trouvez sur le marché qui vont permettre de faire du boîtier de vote, un système de vote en ligne. Alors, vote soit sous forme de cartonnettes qui vont être présentées et vous, avec un smartphone, vous restituez, vous récupérez les résultats, soit du coup, c'est vraiment des boîtiers, on demande ensuite aux stagiaires d'utiliser leur téléphone pour répondre aux questions, ou ce sont des vrais boîtiers de vote que vous pouvez avoir. Voilà, il y a plusieurs exemples de présentiel enrichi. Le présentiel, donc, qu'on appelle amélioré, l'idée ici, c'est en amont d'un présentiel, de demander à des stagiaires de consulter des vidéos, de faire de la recherche, ce qu'on va appeler parfois de la classe inversée, dans le monde de l'enseignement en particulier, on appelle ça, donc soit en amont, soit en aval, et bien d'inviter les stagiaires à aller chercher, piocher de l'information pour venir en présentiel avec un certain niveau de connaissance. Ensuite, nous retrouvons, donc là, vous voyez que l'évolution, petit à petit, on fait de moins en moins de présentiel pour arriver sur ce qu'on va appeler du présentiel réduit. Donc là, l'essentiel de la formation se déroule à distance, mais il y a quelques moments de face à face pour refaire les points. Alors, des moments de face à face, mais qui peuvent être aussi transposés en classe virtuelle avec le principe du collaborative learning, donc d'échanger, de partager sous forme de visio. Complément toujours synchrone que l'on retrouve. Donc synchrone, on a intégré la partie réalité virtuelle, réalité augmentée et ce qu'on appelle la réalité mixée, le MR Learning. Alors la différence entre la réalité virtuelle, vous avez un casque qui vous est mis sur les yeux, et donc du coup, vous avez en plus des systèmes de boîtier, de joystick entre les mains, de sable, on peut voir ça un peu comme ça. Et du coup, c'est ce qui vous permet de vous déplacer, de regarder un peu partout, etc. L'AR, en tout cas la réalité augmentée, là plutôt vous utilisez votre smartphone. Je vais prendre des exemples, on a pu voir ça dans des paquets de céréales pour les enfants. On peut se retrouver à un moment donné des petites cartonnettes avec des images, et si du coup on présentait notre téléphone dessus, on avait cette image qui du coup devenait un élément 3D qui pouvait se déplacer également. On pense du coup à des dinosaures en particulier. Je ne citerai pas le nom de ces céréales, mais voilà, c'est le genre de choses que l'on peut retrouver. Et le MR, bien évidemment, c'est du mix de l'ensemble. Dernier élément, toujours sur du synchrone, qui du coup arrive à grands pas, le metaverse learning. Donc ça, cette idée de l'univers 3D dans lequel on va pouvoir se déplacer, échanger, partager avec des personnes et capitaliser sur du coup l'expérience de chacun en échangeant et en discutant avec chacun. Là, on était sur la partie synchrone et on va pouvoir passer dorénavant sur la partie distancielle asynchrone. Alors, parmi les modèles, on a le modèle qu'on appelle questionnaire, où l'idée c'est de créer des questionnaires, des enquêtes de satisfaction, des évaluations pour nos stagiaires, nos apprenants. Le rapid learning, alors c'est là où les définitions, on n'est pas tous d'accord. Je prends l'exemple très simple, c'est on convertit un PowerPoint existant. On part d'un PowerPoint existant qu'on utilisait peut-être habituellement en présentiel et on va le commenter comme si on était en présentiel, un peu comme je peux le faire là ici sur le webinaire. J'aurais très bien pu me dire j'enregistre tout ceci et ensuite je pousse ça auprès de stagiaires. Alors attention en termes de durée, là le webinaire on est plutôt sur 45-60 minutes. L'idée d'un rapid learning, c'est que ce soit aussi rapide en termes de temps de consultation, donc d'essayer de ne pas dépasser les 8 à 10 minutes maxi vraiment sur ce parti rapide. Autre format, alors nous on a appelé le vidéo learning. Alors là-dessus vous retrouverez d'autres exemples, ce qu'on appelle fast learning. On va retrouver du micro-learning également, qui sont utilisés sur du format vidéo. Enfin, il y a de plus en plus de sociétés qui vont utiliser des terminologies un peu différentes. Nous, on a essayé de regrouper à partir du moment où on s'appuie sur essentiellement le support vidéo qu'on vient enrichir avec des éléments de médias, qu'on va appeler des rich media. Alors, on va enrichir avec des pictogrammes, avec des images, avec des textes, avec des effets d'apparition un peu particuliers. On a mis ça dans la famille du vidéo learning. Le e-learning scénarisé, alors peut-être le e-learning traditionnel, si je puis dire, où on va intégrer des animations, travailler
des motion design également, donc avec des personnages, avec des objets qui vont apparaître, des mises en situation. On pourrait prendre un exemple qui serait le cycle de l'eau. Donc on a une carte qui apparaît avec des montagnes, avec l'océan, et puis on va voir le soleil qui apparaît. Quand le soleil apparaît, eh bien, on va avoir de l'évaporation de l'eau qui va finalement monter, faire des nuages, le vent va souffler et ça va pousser donc, du coup, ces nuages vers les montagnes qui vont empêcher les nuages de passer. Donc les nuages vont faire tomber de la pluie, ils vont prendre un peu de hauteur et la pluie va ruisseler le long de la montagne pour venir dans les ruisseaux, dans les courants et venir au final se jeter dans l'océan. Donc ce cycle-là de l'eau qu'on pourrait bien redessiner et mettre en animation dans un e-learning qu'on va appeler scénario. Un e-learning contextualisé, donc c'est un autre format où là l'idée c'est de s'inspirer de situations métiers, de cas clients, d'une histoire, d'un fil conducteur. Voilà, on a illustré le savoir et le savoir-faire. On va en fait essayer de reprendre des situations terrain. Pourquoi? Parce que ce type de format-là est très souvent utilisé pour des personnes, des opérateurs en particulier, et il est primordial, lorsque du coup vous souhaitez les sensibiliser, les former sur des process, par exemple sur des façons de réagir, et bien de contextualiser les choses. Parce que sinon ils vont tellement se détacher que du coup ils vont laisser la notion et du coup l'oublier si tu veux. Et enfin ce qu'on appelle les learning games, hein, ce sont les service games, ce sont les learning games aussi sur l'autre nom, des jeux sérieux. Voilà. Donc là, c'est de proposer à votre apprenant une mission, une quête dans un univers graphique, donc ce que j'ai appelé élaboré. Donc très souvent, il y a un univers graphique très poussé et le stagiaire doit venir répondre à des questions qui va lui permettre d'aller peut-être voir quelqu'un. Sur son principe d'un petit personnage, je vais prendre un peu chez Nintendo, où on a des quêtes qui nous sont données, on doit aller voir telle personne qui va nous donner une information, et ensuite aller voir une autre personne. Donc si on associait ça un petit peu à la formation du monde du RH, et bien de l'onboarding, pourquoi pas, et bien on pourrait imaginer, tiens, vous êtes un nouveau collaborateur, vous venez d'arriver au sein de l'entreprise et bienvenue, et bien votre première mission déjà, c'est d'aller rencontrer Yves, qui est notre responsable RH, et Yves va donner quelques informations, des tuyaux, des tips, etc. Mais au-delà de ça, il va inviter du coup le stagiaire à aller voir une autre personne. Si on imagine que la personne intègre le service commercial, eh bien, elle va devoir aller voir le responsable des ventes, qui va lui donner des informations sur des produits, etc. Et donc, on peut imaginer une jauge de connaissances, tant sur la partie commerciale que sur la partie connaissance de l'entreprise, du savoir-vivre avec les autres, ou des outils, etc. Eh bien, ce sont des jauges qui pourraient monter ou descendre en fonction des réponses données par les stagiaires. Bien sûr. Alors, premier exemple de ressources, donc on va appeler la partie questionnaire. Alors, on a fait ici sur ce document, l'idée c'était de vous montrer des exemples, de vous expliquer pourquoi ces outils sont intéressants. Donc, les questionnaires, bien évidemment, pour évaluer, certifier, pour diagnostiquer le niveau de connaissance des collaborateurs, des stagiaires, et dans quel contexte on va pouvoir les utiliser. Si on souhaite valider des acquis, ça paraît évident, produire des gros volumes, en effet. Alors, le quiz, imaginez, vous dites, bon, ben, voilà, je faisais jusqu'à présent que du présentiel, on m'a demandé, post-Covid, de plus en plus de formations distancielles, j'ai pas le temps, enfin, j'ai pas en tout cas les finances pour sous-traiter la production, mais je pense qu'un modèle qui serait classe virtuelle plus questionnaire permettrait du coup à la fois aux stagiaires de s'auto-évaluer avant de venir en classe virtuelle et post-classe virtuelle, eh bien, de se diagnostiquer, de vérifier leur niveau de connaissance. Donc ça permet très vite de se jeter dans le bain du digital learning, en tout cas de passer le cap et de mettre un premier pas dans le monde du e-learning, et surtout, du coup, ça permet ce type de format de produire de gros volumes de contenu pour un petit budget. Et ça s'intègre bien dans des dispositifs de formation de l'EMPIA. Alors, pour l'exemple, je vais cliquer sur le lien et vous devriez retrouver donc ici donc un modèle quiz produit sur un outil que vous reconnaîtrez peut-être, donc taire le nom pour le moment, et si jamais vous voulez savoir avec quel outil c'est produit, on vous invitera. Donc là voilà, exercice simple, je me trompe, c'est pas tout à fait ça. Autre type d'exercice,
venir positionner des éléments, à quel endroit est-ce que je dois venir les ranger ici sur cet exercice de merchandising. C'est tout à fait là, c'est parfait. Là, je dois réorganiser également aussi mon rayon. Donc, pour réorganiser le rayon, je dois déjà redéplacer peut-être des éléments. Alors, j'aperçois que celle-ci, ici, la zone est un peu... Hop là, voilà, hop, c'est bon, je l'ai. Donc, on va repositionner celle-ci ici, celle-ci par là. Et là, j'ai des bouteilles d'eau à les ranger. Donc, on positionne. Voilà, tout à fait. Toujours dans le monde de l'alimentaire, où est-ce qu'on aurait pu ranger donc, du coup, dans le supermarché la viande, je pense ici, en effet. Et pourquoi pas, à la fin, j'ai un score de 75%. Or, il fallait un score de 80%. Donc, du coup, je n'ai pas pu avoir la validation et je suis invité à refaire éventuellement. Donc, ça, c'est un exemple type de questionnaire produit avec un outil auteur et de même que celui-ci pour la partie rapid learning. Alors, la typologie de la modalité de formation ne dépend pas de l'outil auteur, mais c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins adaptés, qui permettent de prendre en main plus rapidement, et puis en plus de ça, ce sont des outils sur lesquels on forme, on accompagne, et on produit aussi pour nos clients. Alors ici, un exemple de rapid learning, donc dans quel contexte et surtout pourquoi, tout d'abord, est-il intéressant de créer du rapid learning? Eh bien pour informer ses collaborateurs sur, par exemple, un sujet d'actualité. Je vais prendre un exemple. Un accident sur un site en particulier. Notre entreprise est présente sur l'ensemble du territoire. On a une quinzaine de sites. Et suite à cet accident, eh bien, on a une information à faire passer à l'ensemble des collaborateurs intervenant sur le site. Donc, on va très rapidement produire un PowerPoint. Ce PowerPoint, venir le commenter. Si on le souhaite, rajouter du quiz derrière pour évaluer et vérifier si les stagiaires ont bien compris ce qui a été transmis. Et on va diffuser ça très rapidement sur un sujet très particulier. Également, à partir du moment où vous travaillez sur un PowerPoint, et si en plus vous travaillez sur des PowerPoint existants, autant vous dire que vous pouvez très vite construire une base de connaissances, une base de contenu via ce modèle-là, qui est le modèle de Rapid. Toujours intéressant également pour transmettre l'expertise sur des sujets ciblés. Alors là, on est sur un programme de station spatiale, enfin, des navettes spatiales américaines. On vient voir l'exemple. Donc, dans quel contexte? Eh bien, si vous avez besoin de réactivité, c'est évident, c'est le format qui convient. Si vous avez des gros volumes à produire, évidemment aussi pour un petit budget, parce que très souvent on part sur du PowerPoint existant. Donc, du coup, forcément, eh bien, il y a peu de travail en termes de conversion d'intégration, et ça s'inscrit particulièrement bien dans du bêtisier. Alors, allons voir cet exemple de ressources. Donc, il y a ici, je vérifie juste ici la partie secondaire qui est active. Donc, on retrouve une arborescence, ce sont en fait les différents slides de notre PowerPoint, hein, ce sont des éléments qui peuvent se supprimer, on a des liens vers les ressources en particulier, j'aurais pu cliquer dessus. Et là, on a de l'information qui nous est donnée. Donc, c'est du texte avec des images, hein, le stagiaire va lire, va avancer petit à petit. Ça pourrait être complètement sonorisé également. Et donc, ici, on déroule notre présentation. Alors, on retrouve bien un élément type PowerPoint, mais on a des choses un peu sympathiques graphiquement. En tout cas, c'est joli. On va avoir l'intégration sous forme, ce qu'on appelle l'iframe, d'un élément, d'une page. Donc, on a voilà les informations. Et puis, là, je suis, vous le voyez, sur Wikipédia et j'ai la possibilité d'aller naviguer et de continuer de compléter mes recherches tout en restant, du coup, sur cet élément-là. Je n'ai pas de barre, je ne peux pas aller me promener vraiment sans chose. Si je peux chercher sur Wikipédia. Mais, en tout cas, on a ici des éléments. Ouais. J'ai essayé d'avancer pour aller voir quelques exemples, parce que j'avais souvenir qu'il y avait. Donc là, j'ai un problème d'accès, par exemple, sur les contenus. Toujours sur de l'apprentissage du savoir. Voilà. Et on arrive ensuite sur une partie quiz, donc type du vrai-faux. Donc je soumets, on est vraiment sur le schéma classique. Donc là, on a du texte à venir intégrer. Identifie. Donc là, je dois aller placer les repères donc, sur les hotspots. Donc, approprié. Alors, je crois ici seulement un souci. Puisque je n'ai pas les éléments de repère. Mais c'est pas grave. On va être bloqué sur celui-ci, tant pis, c'est pas grave. On avance. Donc, toujours, vous voyez qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des
des feedbacks, donc ce qu'on appelle une correction. On va mener un peu plus loin ici, j'avais une typologie d'exercice un peu différente, voilà. On vient positionner jusqu'au bout, des cosmonautes. Et puis, par. Voici l'identification. Et là, il m'a invité à revenir à l'endroit où je n'ai pas pu terminer, donc on va s'arrêter là pour la présentation, en tout cas, de cette partie rapide learning. Autre élément, donc là, cette fois-ci, alors je vais juste attendre, oui, voilà, c'est bon, elle ne se lance pas, parfait. Donc, exemple de vidéo learning, donc, pourquoi, elle vient de se lancer, sinon c'est pas drôle. Pourquoi? Pour acquérir des connaissances produits, des connaissances métiers, donc sur la sécurité par exemple, ce qui va être le cas, apprendre des process ou des règles, et ça s'intègre plutôt bien dans des dispositifs donc blended learning qui vont mixer du présentiel, un peu de learning, un peu de virtuel, même pourquoi pas du tout de présentiel, c'est tout à fait possible. Et c'est intéressant aussi pour le multilinguisme, parce que du coup, ces contenus vont pouvoir être rapidement traduits et mis à disposition. Donc exemple ici d'un vidéo learning. Hello, and welcome to Lafarge Holcim. You're about to enter one of our cement production sites. As a visitor, you must always be accompanied by a Lafarge Holcim representative. This site is an industrial environment. Therefore, it is essential that everyone strictly complies with the safety rules that I'm going to present to you. These rules concern risks related to moving around on a given site, mandatory safety equipment, and the general procedure to follow in the event of an accident or fire. Alors maintenant sur le e-learning scénarisé. Donc je crois que là, de nouveau. Avant de commencer, hop, ça se lance tout seul. Alors, dans quel cas utiliser donc le e-learning scénarisé? Eh bien pour les connaissances produits, connaissances métiers, pour former sur un nouvel applicatif, puisque l'exemple que l'on a, on ne va pas être sur la prise en main d'un logiciel, également tout à fait possible, hein, de créer et d'intégrer des tutos à l'intérieur. Donc de former sur un nouvel applicatif ou d'informer sur de nouvelles fonctionnalités. Et bien évidemment, ça va de soi d'accompagner au changement, à la prise en main d'outils RH, d'outils, un CRM, demain vous mettez en place un nouveau CRM, et bien ça a du sens de faire des tutos qui n'existent pas chez l'éditeur. C'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même très souvent le cas. Les éditeurs n'ont pas forcément de tutos, en tout cas disponibles, et puis comme je vais prendre l'exemple de RP ou de CRM qui du coup sont très souvent personnalisés et très paramétrés, très personnalisés dans votre cas et contexte, du coup les tutos qu'ils vous proposent et qui sont mis à disposition sont tellement loin de vos process internes que du coup vous n'avez pas de choix et vous êtes obligé de refaire donc, du coup, des tutos, des vidéos présentant du coup des process internes. Et donc dans quel contexte? Eh bien quand vous avez le grand volume et puis les problématiques multilinguisme, ça va de soi, vous en avez besoin. Donc voyons ici l'exemple d'Espace Chef. On est sur la formation HACCP. Avant de commencer, veillez à vous isoler, éteindre votre téléphone portable, activer le son et si possible, utilisez un casque ou des écouteurs pour ne pas déranger vos voisins. La durée de cette formation est estimée à 40 minutes. À l'issue de cette formation, vous serez capable de définir les principes de l'HACCP, de maîtriser la sécurité des aliments en s'appuyant sur les 5 M, et enfin, d'utiliser les outils incontournables de suivi et d'amélioration continue. Le stagiaire va pouvoir interagir sur l'écran, cliquer, la carte se retournera. Le paquet hygiène ou la réglementation européenne nous demande d'assurer pour chaque consommateur des repas de qualité,
et des produits exempts de tout danger pour la santé. Dans le cadre de notre politique qualité interne, nous avons mis en place... Donc là, on part d'une petite histoire, d'un fil conducteur pour transmettre, développer donc l'expertise métier, apprendre des process, travailler sur des situations de transfert. Et dans quel contexte? Eh bien, quand on a besoin d'avoir un peu de créativité scénaristique, c'est surtout, vous êtes un gros consommateur d'e-learning, en tout cas vos stagiaires sont de gros consommateurs, ça peut, à un moment donné, très rapidement, être pénible si on a toujours les mêmes formats de ressources de formation. Alors, c'est plutôt vrai ce que je vous dis en Europe, ce qui n'est pas du tout vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, on est vraiment sur un modèle type rapid learning. Je pousse une information, en moins de 10 minutes, paf, le message est passé, et ça, là, il n'y a pas besoin de créer réellement d'histoire de fil conducteur chemin de fer pour que les choses soient plus sympas et plus fun. Mais n'empêche que ici, nous, Européens, on en a besoin, on apprécie, et c'est encore plus sympa lorsque on est sur des schémas un peu comme celui-ci. Vous avez contextualisé donc du coup l'apprentissage, ça a du sens et c'est important. Donc ici, on est sur un exemple. Bonjour et bienvenue dans votre jeu télévisé Les Clés en Or. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline, une consultante en transactions immobilières. Pendant environ 30 minutes, nous aborderons avec elle les bases juridiques de la transaction. On l'applaudit bien fort. Nous rappelons à nos fidèles spectateurs que pour suivre cette émission dans les meilleures conditions, il faut penser à éteindre son téléphone, à s'isoler si possible. À tout moment, vous pourrez appuyer sur la touche F11 pour visualiser en plein écran. Découvrez maintenant le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, grâce à Caroline, vous allez être capable de maîtriser l'environnement juridique de la transaction immobilière, d'identifier les caractéristiques du mandat, d'identifier les caractéristiques d'une promesse de vente. Et n'oubliez pas que vous aurez accès aux documents de référence à l'issue de l'émission. Cliquez sur la silhouette de votre invité pour la découvrir en direct. Conseillère immobilier que l'on va accompagner, que l'on va suivre sous forme d'une interview, et qu'on retrouvera ensuite... Bonjour Caroline. Bonjour. Je rappelle les règles du jeu à nos spectateurs. Ce dernier est découpé en 3 séquences. Avant chaque séquence, vous devrez répondre à une série de questions non évaluées. Puis, vous suivrez Caroline dans son agence, où notre équipe de tournage a filmé son quotidien. À la fin de chaque séquence, vous devrez récupérer des clés. Si vos réponses sont correctes, vous disposerez d'une clé en or. Dans le cas contraire, ce sera une clé en argent. Lorsqu'elles apparaîtront à l'écran, glissez-les dans votre inventaire, comme ceci. À la fin de l'émission, nous ferons un point sur toutes les clés que vous aurez récoltées. Le but du jeu étant, bien entendu, de récupérer un maximum de clés en or. Soyez attentifs, nous vous solliciterons par le biais d'exercices afin d'évaluer votre coût. En partant de situation métier, là on a très clairement l'exemple ici près. Alors on va retrouver ensuite ce qu'on appelle les learning games, serious game. Là ici c'est l'exemple d'une formation qui s'appelle M comme manager, qui a été réalisée par une société externe qui est juste en pause pour que ça se lance tout de suite. Et donc dans quel cas utiliser le learning game? Il y a pour travailler sur la découverte d'une problématique, une prise de conscience. Là on va être sur le monde du manager, le monde des managers, donc gérer les plannings, gérer des problématiques clients, on a un appel, une urgence, voilà, il faut gérer son temps, gérer les urgences, gérer les problématiques de relations humaines également. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, dans quel but? Eh bien, d'acquérir un certain nombre de bons réflexes, et dans quel contexte? Eh bien, on utilise lorsqu'on est sur des sujets plutôt centraux qui sont destinés à un très large public. Pourquoi? Bah aussi pour des raisons économiques, parce que lorsqu'on fait faire sur mesure un serious game, ça coûte très cher. Donc si c'est pour former que 50 personnes, très clairement, le retour sur investissement, le ratio prix de temps de formation par stagiaire, vous l'explosez et ça ne passe pas forcément très. Néanmoins, il y a aussi une chose à vérifier, c'est la forte pérennité du contenu. Si vous décidez de former sur un outil en particulier, assurez-vous que cet outil ne va pas, c'est un conseil que je vous donne, en tout cas, c'est de ne jamais faire de service game sur des outils, mais si le choix vous le faisiez, et bien du coup, attention à ce que ce soit un outil pérenne et qu'il n'évolue pas, ou en tout cas faire un minimum de capture d'écran, parce que sinon c'est une catastrophe, vous serez obligé de faire des mises à jour de manière très régulière. Alors voilà, ici, pardon, pour notre exemple. Non
mais tu te rends compte? Et j'apprends ça ce matin en rentrant de vacances? J'ai dit à mon manager que je voulais le voir. En effet, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui vous déplaît? Tu penses bien à ma note de synthèse Je vous ai envoyé un mail hyper important hier et j'ai besoin de votre réponse super vite. Et je suis curieuse de savoir pourquoi tu ne m'as pas donné de dossier. Manager au quotidien, tout un programme qui existe désormais sous la forme d'un serious game. M comme manager, ce sont toutes les situations courantes du management rassemblées dans un parcours évolutif. Gérer son temps de manager, mener un entretien difficile, manager à distance, donner du feedback et bien d'autres encore qui viendront enrichir le parcours progressivement. Pour chaque thématique, en 30 minutes maximum, découvrez, révisez les bonnes pratiques, entraînez-vous. Pilotez un dialogue, analysez un agenda, prenez des décisions dans l'urgence, observez, faites des choix. Les situations varient comme... Alors, qu'en est-il des coûts de production qu'on n'avait pas évoqués dans notre livre blanc et sur lequel, du coup, on a été pas mal questionné. Donc, on s'est dit, autant intégrer aujourd'hui dans le webinaire et répondre aux questions que vous avez pu nous poser suite à ce fameux livre blanc. Donc, on a deux colonnes, hein, l'interne, l'externe. Donc, si vous souhaitiez produire en interne, eh bien, entre le logiciel, de formation initiale, du salaire et de tous les avantages sociaux éventuellement de la personne qui conçoit, eh bien, si on mélange tout ça et avec une formule mathématique qu'on avait intégrée notamment dans notre premier livre blanc, eh bien, on arrive à des résultats qui sont, on a arrondi, parce qu'on était plus près de 8 euros, exactement 8 euros hors taxe la minute, on a arrondi à 10, ça permet d'avoir des chiffres, en tout cas, des dizaines plus clairs. Donc, comptez à peu près une dizaine d'euros par minute de temps apprenant. Si vous deviez faire un rapid learning en interne, écoutez, comptez à peu près 40 euros hors taxe par minute. Vidéo learning, vous êtes à peu près de 320 de la minute toujours. Donc, 120, si vous faites un vidéo learning de 5 minutes, eh bien, on fait 3 fois 320, ce qui nous fait 1600 euros. Production en interne. E-learning scénarisé, à peu près 400 euros hors taxe la minute. Alors, attention, parce que c'est un chiffre moyen. Hein, si vous faites quelque chose qui est, en termes d'illustration je veux dire pauvre, bien sûr, vous tendez à avoir un tarif qui est plus faible. Si vous allez sur quelque chose qui est ultra travaillé en termes de rendu graphique, eh bien, vous exposerez ces 400 euros hors taxe de la minute. Sur du contextualisé, encore un coût moyen 600 euros hors taxe interne. Learning game, comptez pas en dessous de 1200 euros hors taxe de la minute. Voilà. Pour ce qui est de l'externe, si vous demandiez à un prestataire de vous faire un questionnaire externe, vous voyez que la différence de prix n'est pas forcément énorme. Alors, la réalité, c'est que c'est un peu double. Hein. C'était, comme je vous disais, on était plus près de 8 euros hors taxe la minute pour un questionnaire interne, et plus près de 15, voire 16, si c'est externe. Donc, vous voyez, il y a un ratio de 1 sur 2. En termes de rapid learning, si vous demandez à sous-traiter, voilà, vous êtes aux alentours de 60 euros hors taxe la minute. Donc, un rapid learning sur la base d'un PowerPoint que vous fournissez à un prestataire. Je prends l'exemple, si vous nous envoyez un PowerPoint d'une dizaine de minutes que vous souhaitez qu'on rende plus sympa graphiquement et qu'on intègre, c'est autour de 600 euros pour un PowerPoint de minute. Voilà, c'est dans le budget. Vous passez toute la journée, vous nous avez envoyé tous les éléments audio, tout est prêt, il n'y a plus qu'à intégrer, c'est le budget. À l'externe, pour du vidéo learning, comptez à peu près 400 euros hors taxe de la minute. Pareil, ce sont des tarifs médians, des coûts moyens qu'on retrouve aussi. Un e-learning scénarisé, voilà, prenez l'idée d'un 20 minutes à 600 heures hors taxe, donc 10-20 minutes, vous êtes entre 6 et 12 000 euros à peu près. Un e-learning contextualisé, donc là à peu près 800 euros hors taxe la minute. Donc ça intègre quoi, hein, ces tarifs-là? Ça intègre bien évidemment là ici la voix d'acteur. On est sur les learning scénarisés, c'est la voix d'acteur, c'est des productions d'éléments graphiques, c'est tous les temps qui sont nécessaires pour la gestion de projet, etc. Si vous produisez un module, forcément ça vous coûtera le prix au module plus cher que si vous en produisez 4-5, puisqu'après il y a des principes de coûts qui sont incompressibles pour certains et donc du coup qu'on va pouvoir mutualiser si vous produisez plusieurs centaines. Et si vous êtes sur le format Learning Game, alors on a pris vraiment le prix plancher, 1600 euros hors taxe à la minute. C'est budget, mais en sachant qu'il est difficile de faire des learning games de moins de 10 minutes, puisqu'il y a tout un travail scénaristique, tout un univers graphique à produire. Donc, on est très souvent plus près des 40-45 minutes. Donc, voilà, si vous voulez faire des calculs, vous avez en tout cas des éléments qui sont à votre disposition aussi à l'écran. Et donc, pour aller plus loin, si vous aviez besoin donc,
bien évidemment de conseils. Alors, en fait, on vous présente les 4 activités que l'on mène auprès de nos clients, donc de conseils et d'assistance à la mise en œuvre donc, de démarches de digitalisation. Donc, on est aussi bien en amont qu'en aval du coup, des projets de digitalisation. Donc, soit on est vraiment sur la fin, en quelque sorte, parce qu'on doit produire des contenus pour nos clients, mais également en amont, lorsque du coup on doit avec eux structurer, penser, identifier les ressources de formation sur lesquelles on doit travailler. Donc, pour vous donner un exemple d'un support sur lequel on travaille, ici par exemple un Excel, où on va retrouver pour les contenus le nom de la séquence, le nombre d'heures de séquence, quel est le statut, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça a été mis en forme, est-ce que ça a été révisé, est-ce qu'on est en mode brouillon de celle-ci, quel type de ressources a été prévu, on a prévu faire du rapid learning, du learning ou du quiz, quel est le nom, la nomenclature en gros du fichier associé, donc on est voilà, une nomenclature qu'on a pensée, faite avec le client, donc, et puis ensuite est-ce que sur les audios ça a été enregistré, mis à disposition ou pas du tout. Voilà. Donc, tout ceci sont des éléments, donc là c'est une grande partie vidée pour vous le présenter, mais ce type d'outils qu'on utilise pour mener à bien les conversions et l'intégration des ressources de formation. Je retourne sur mon PowerPoint. Donc nous formons et nous accompagnons pour une montée en compétences donc, de vos équipes sur à la fois les outils de création, mais également sur les outils de fusion, sur la méthode d'intégration, parce que si vous fournissez un PowerPoint à un formateur et vous lui dites voilà, maintenant je t'ai formé et tu as un outil, tu vas pouvoir mettre tout ça dedans, c'est pas si vrai que ça. Il y a tout un travail en amont d'identification d'objectifs pédagogiques, d'identification de typologie d'écran, et puis après de se dire bon, comment est-ce qu'un écran, 3-4 écrans d'un même PowerPoint, comment tout ça je pourrais en faire une animation, comment je pourrais en faire une fiche PDF qui pourrait télécharger, quelque chose qui soit illustré, qui soit un peu sympa. Notre activité donc, de studio de production, nous créons en façon des dispositifs de formation pour nos clients et des contenus sur étagère pour nos clients, puisque du coup derrière ils commercialisent des ressources de formation. Et enfin, quatrième et dernière activité de notre société, nous commercialisons, nous intégrons donc des logiciels auteurs et des plateformes de formation. Donc, ces logiciels sont eSpring, sont Storyline. Alors, on n'est pas le revendeur officiel, et le plus gros revendeur pour Storyline en particulier, mais en tout cas, on distribue de la licence, on forme, on accompagne à l'utilisation de celui-ci, côté plateforme de formation, et bien aussi bien des plateformes open source, format LNS, Shamido, Moodle, où on va former et accompagner nos clients, paramétrer, héberger et gérer pour eux, donc du coup, toutes ces mais côté plateforme de formation d'éditeur, où là, on va pouvoir préconiser des solutions comme celle de Timesoft, comme celle de Cornerstone de Londres, ça peut être éventuellement d'autres solutions comme Cross, et autres. Voilà. RiseUp, 360 permis, enfin voilà, faut pas que je les énumère parce que c'est une telle liste que du coup c'est pas forcément simple de circuler et on risque surtout dans le public. Voici. Pour aller plus loin, merci de votre attention, merci beaucoup d'avoir passé ces 54 minutes avec moi. Je vais donc du coup arrêter la présentation de mon document PowerPoint et surtout retrouver donc vous retrouver sur la partie en ligne de présentation du direct. Et donc si vous souhaitez intervenir et discuter, on se tient à votre disposition, n'hésitez pas. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions intégrées sur l'outil. Je vois que du coup elles viennent ces questions aussi bien de YouTube, de Facebook. Donc, pour une première, je trouve que c'est plutôt réussi, ça fonctionne plutôt bien. Donc on reconduit ça le mois prochain sur une seconde thématique. Donc n'hésitez pas soit à vous inscrire sur notre site internet dans la partie webinaire, soit vous mettre en alerte, si je puis dire, sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Et en tout cas, cette vidéo sera remise à disposition sur notre site internet et également sur la chaîne YouTube. Donc je vois qu'il n'y a pas forcément de questions complémentaires. Donc n'hésitez pas par mail. En tout cas, à très vite, à très bientôt sur le réseau. Merci, au revoir.